L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Réarmement démographique, crise de la fertilité. Autant de mots qui résonnent ces dernières semaines et qui interrogent parfois. Alors que l'exécutif planche sur un plan contre l'infertilité et que le congé parental se transforme, qu'est-ce qui freine les envies de parentalité en France? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Les podcasts connaissent un véritable succès depuis quelques années et le club de Lulu n'échappe pas à la règle. On en parle avec sa productrice dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Ouattara nous a déniché le pire de la gastronomie et bien sûr, ça se trouve sur TikTok. Je crains un peu la suite, j'avoue. On va retrouver Guillaume Ouattara pour faire un point sur l'actualité. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec ce mouvement de grève des enseignants et une forte participation avec les chiffres des syndicats et du ministère. Bataille des chiffres, vous l'imaginez comme à chaque fois qu'il y a des manifestations, mais qu'on choisisse notre source, la participation est assez importante. Le syndicat SNES-FSU annonce 47% de grévistes à travers la France, 2 fois moins selon le ministère, 20% dans un communiqué de presse, le ministère détaille. Du côté des écoles maternelles et primaires, on est à 20,11%, 29,51% dans les collèges. Pour ce qui est des lycées généraux et techno, 8,27%, petite participation, et puis 12,05% du côté des lycées professionnels. Interrogée ce matin sur l'antenne de RMC, Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale SE-UNSA, revient sur les raisons de la colère des enseignants. L'école compte si peu pour qu'on puisse se permettre de lui changer en permanence ses pilotes. L'école compte si peu pour qu'on puisse se permettre de dire tout et n'importe quoi sur elle. C'est vraiment ce ressenti qui a incité cette volonté de dire. Effet rare, les AESH, les inspecteurs et les chefs d'établissement se sont joints au mouvement de grève. Et une autre mobilisation a, elle, porté ses fruits, celle des professeurs de classes préparatoires. Les 4 classes menacées ne seront finalement pas supprimées à la rentrée. L'annonce a été faite hier soir à l'issue d'une réunion entre le syndicat national Force ouvrière lycée-collège et la ministre Amélie Oudéa-Castéra qui était interpellée sur le sort des 4 classes prépa parisiennes menacées de fermeture. La ministre a donc annoncé faire marche arrière et indiqué que les classes seraient maintenues. Ce recul est une victoire, annonce le syndicat des personnels et des étudiants qui se sont mobilisés. C'est la reconnaissance par le gouvernement que les fermetures annoncées n'étaient pas légitimes. Il n'en reste pas moins qu'il y a une toute petite difficulté. Parcoursup a commencé et ces classes prépa ne sont toujours pas affichées sur le site internet, ce qui devrait freiner le nombre d'admissions et donc peut-être remettre une petite pièce dans cette machine. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, à nouveau dans la tourmente après de nouvelles révélations de Mediapart, portant cette fois-ci sur ses liens avec une école privée. C'est un peu un jour une histoire ou un jour une casserole pour la ministre. Cette fois, on parle de l'école Diagonale, qui est une école privée hors contrat qui propose aux jeunes sportifs d'aménager leur cursus d'études moyennant des sommes facturées de 4 900 à 6 000 euros l'année. Alors le problème, c'est que lorsque la ministre était en poste, elle aurait fait la promotion de cette école, d'abord sur ses réseaux sociaux, Twitter, on peut voir plusieurs tweets de la ministre qui fait la promotion de cette école, mais également en haut lieu via des rencontres qu'elle a organisées. Elle a même poussé le dossier auprès du rectorat qui a répondu que c'était trop cher. Ils ont répondu à Mediapart. En fait, les enseignants de cette école sont beaucoup plus payés que les enseignants du public. Or, si l'école passe sous contrat, c'est à l'État de les rémunérer. Mediapart évoque également un lien qui existerait entre la ministre et le directeur de cette école Diagonale, sans préciser la nature de ces relations. Par la voix de son chargé de communication, la ministre a répondu à Mediapart. Cette école accueillant un certain nombre de sportifs de haut niveau, il est normal que des échanges aient pu avoir lieu sur ce dossier, ainsi que sur les dizaines d'autres portés à la connaissance de la ministre. En fait, selon la ministre, ces échanges étaient tout à fait normaux. Revenons sur un autre dossier. Le dossier Stanislas. Vous le savez, la ministre a décidé de scolariser ses enfants dans l'établissement, dont un qui était dans une classe non mixte. Et bien sur ce volet Stanislas, hier, le conseil régional d'Île-de-France a voté une subvention de plus de 900 000 euros pour l'établissement, qui est pourtant sous le coup des critiques, déjà pour la présence de non-mixité, puis pour la présence aussi et l'écriture d'un rapport autour de certaines dérives de l'établissement. La présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a été interpellée par la
pas par la majorité, par l'opposition hier, et elle explique qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi. Tous ceux qui prendraient des décisions différentes, c'est-à-dire qui suspendraient les forfaits d'établissement, même à titre conservatoire, se verraient obligés de les réintégrer dans leur budget de force par le préfet de région. Direction Alfortville désormais, où les enseignants du lycée Maximilien Perret exercent leur droit de retrait depuis lundi pour dénoncer l'insalubrité des locaux. Des murs percés, des fuites d'eau à répétition, de la moisissure, voilà quelques-unes des défaillances que doivent subir enseignants et élèves au quotidien. Je vous propose de découvrir les images publiées sur X par Françoise Cahan, professeur de lettres dans l'établissement scolaire. Voilà un petit peu le cadre de travail au quotidien. Là, c'est un rétroprojecteur entouré d'un sac poubelle pour éviter qu'il ne prenne l'eau. Là, vous avez le droit à des seaux pour les fuites d'eau. Évidemment, c'est plus simple de faire ça que de réparer des fuites d'eau. Et puis de la moisissure et des traces d'humidité présentes de manière abondante sur les sols, sur le mur, sur le plafond même, c'est partout, sol, mur, plafond de l'établissement. Alors sur son compte, l'enseignante précise que face à la tollée provoquée par les images, quelques travaux ont été réalisés en urgence, mais elle demande beaucoup plus de moyens. Nous apprécions notre équipe de direction attentive à nos remarques. Il n'est pas facile avec peu de moyens de faire face à tous ces problèmes de bâti. C'est pourquoi nous demandons à la région des garanties sur un calendrier de travaux ambitieux. On ne veut plus de rustines. On termine cette édition en Belgique où les nouveaux chiffres sur la désaffection du métier d'enseignant viennent de sortir. Et ce sont des statistiques qui, vous l'imaginez, font grincer des dents dans le pays. Ils concernent en fait l'abandon des jeunes enseignants. C'est le journal La Libre qui dévoile qu'un enseignant sur 3 claque la porte dans les 5 ans après sa prise de poste. C'est même plus d'un enseignant sur 2 dans les écoles maternelles. En Belgique comme en France, ce sont les conditions de travail, les petits salaires et l'insécurité croissante qui expliquent ces chiffres alarmants. Merci Guillaume. Un grand plan de lutte contre l'infertilité sera donc déployé. L'exécutif travaille déjà dessus avec notamment un bilan de fertilité à l'âge de 25 ans. Galère pour les parents, transformation du congé parental et surtout constat scientifique. Nos invités ont chacun à leur manière étudié ces problématiques. Alors que devrait comprendre la lutte contre l'infertilité et surtout l'État doit-il intervenir dans l'intimité des Français? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Isabelle Santiago. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée socialiste. Merci d'être là. Et Daniel Véman, bonjour. Enchanté. Merci beaucoup également d'être sur le Grand JT. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Alors, depuis la conférence de presse du président de la République, les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie et forcément, je n'ai pas résisté. Regardez ce qu'on a pu voir sur les réseaux. C'est magnifique. Voilà. 9 films qui donnent envie de se réarmer démographiquement. Ça, c'est Canal+, qui a sorti cette première vague. Ensuite, on a eu le droit au Zouk. Le gouvernement pourrait doubler le nombre de soirées Zouk, pour parler du réarmement. Et pour contrer la baisse de la natalité, Gérald Darmanin viendra féconder votre femme tous les mercredis. C'est le Gorafi qui sort ça. Un petit clin d'œil au Gorafi qui nous fait tant rire. D'ailleurs, je vous suggère les articles, parce qu'il n'y a pas que les titres dans le Gorafi. Il y a aussi les articles qui sont absolument croustillants. Alors évidemment, ce sont des clins d'œil humoristiques, mais pour parler d'un vrai sujet, un sujet important, qui est donc ce fameux réarmement démographique. Comment vous avez l'un et l'autre réagi déjà rien qu'à ces mots du président ? Madame la députée. Alors, moi, déjà, réarmement, ce n'est pas du tout adapté. Et je ne pense pas que ça va, y compris, parler aux Français. Le réarmement, quand on l'emploie sur tous les termes, dont la démographie, je pense que ce n'est pas du tout adapté. Il y a un message un peu guerrier dans réarmement et je ne pense pas vraiment, en tout cas moi j'étais choquée parce qu'on utilise ce mot et je crois qu'on a besoin de bienveillance et surtout de bien comprendre en fait les enjeux de tout cela et ces mots-là, ce ne sont pas ce côté guerrier et ou en tout cas de l'ordre de ce qui un peu a été le cas des messages qui sont passés actuellement ne permettent pas à une société de faire sens. En tout cas, ça ne me fait pas sens pour moi. Surtout sur le sujet de la natalité, de la fécondité, oui. C'est vrai que c'est curieux. Ça vous a choqué aussi ou pas? Je dirais que non, je n'ai pas de traumatisme par rapport aux mots utilisés par les politiques en général, parce qu'ils sont variés. Et souvent, le but n'est pas de coller au dictionnaire, mais d'essayer de marquer une idée. Et donc l'idée, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais l'idée, c'est qu'il faut de façon très active, un peu comme une offensive, réagir contre une baisse de la natalité. Donc
j'ai pas vraiment d'opinion concernant le terme sensu stricto. Je pense pas que le président ait voulu qu'on s'engage dans une guerre avec des tanks et des porte-avions pour ça, je crois pas. Alors, ma question me paraît un peu curieuse, mais pourquoi il faut justement agir, comme vous le dites, contre cette baisse de la natalité? Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est important? Alors, encore une fois, moi je suis chercheur en biologie, donc je ne suis pas sociologue. Bon, il y a beaucoup de gens qui diront que si on veut qu'un jour quelqu'un paye les retraites, il faut bien qu'il y ait des enfants naissent, puisque avec le système de retraite qu'on a, c'est forcément les gens qui travaillent qui payent la retraite, des gens qui sont à la retraite à un instant T. Et donc il faut des gens qui travaillent. Donc il faut une population avec un renouvellement de la population. Dit comme ça donne envie en tout cas. Ah, c'est un peu la problématique. Peut-être que réellement c'était mieux finalement. Non, mais en fait, si on doit avoir des enfants juste pour payer la retraite des plus vieux, c'est quand même un peu triste. Bah, les économistes, c'est ça qu'ils vont dire. Hein. Moi, je ne suis pas économiste non plus, ni économe d'ailleurs, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je m'intéresse à comprendre en fait ce qui se passe en tant que biologiste, en tant que chercheur. Ouais. Et donc, l'intérêt, c'est de comprendre comment, d'abord, premièrement, pourquoi est-ce que la natalité baisse, déjà, avant tout. Indépendamment peut-être de raisons psychologiques, mais disons qu'il y a une réalité biologique bien quantifiée, par exemple. Depuis les années 70, on sait que dans les éjaculats des hommes, il y a une baisse de la quantité du sperme, d'environ 1% par an. Alors, qui s'explique par ce qu'il mange, par quoi? Alors, dans le cas particulier de l'homme, enfin du côté masculin, il est vraisemblable, il est très vraisemblable, mais en fait, à vrai dire, c'est la seule hypothèse qui tienne la route, que toute cette baisse vienne de choses qui se trouvent dans l'environnement. Ça peut être ce qu'on mange, ça peut être ce qu'on respire, ça peut être ce qu'on boit, ça peut être... voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle en général des perturbateurs endocriniens. On sait qu'il y a une augmentation des perturbateurs endocriniens, et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait, en fait, qu'on n'a pas, similairement, de baisse du nombre d'ovocytes des femmes. On a une baisse du nombre de spermatozoïdes. Parce que pourtant, les perturbateurs endocriniens dont vous parlez, on en parle beaucoup, Absolument. avec les problèmes de thyroïde qui sont de plus en plus fréquents. Par exemple. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des perturbateurs endocriniens, ou l'immense majorité, ou quasiment la totalité, sont proches des oestrogènes. Donc en fait, ils ont un rôle féminisant quand ils sont distribués dans l'environnement. Et donc en fait, sur un organisme féminin, ils ne vont pas avoir un rôle majeur par rapport aux cycles normaux de la femme, qui font qu'il y a une délivrance massive d'œstrogènes bien plus importante que celle que donne l'environnement. Par contre, dans le contexte masculin, donc où on a des testicules, eh bien, ces perturbateurs-là vont avoir un effet négatif sur la production de sperme, à certaines doses peut-être sur même des anomalies morphologiques en fait, de développemental. Et globalement, c'est la raison pour laquelle on a probablement, c'est ce qui explique le mieux cette baisse progressive de la fertilité masculine. Et pour vous dire les choses clairement, les normes changent. Les centres de conservation du sperme et des ovocytes font changer les normes pour parler d'un spermogramme normal. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on disait qu'un spermogramme normal, c'était 100 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat. Là, on dit qu'il y a 30 millions, c'est normal. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps qu'il y a la baisse de la quantité, il y a une baisse de la qualité, c'est-à-dire qu'on observe sur le sperme des anomalies morphologiques en plus grande quantité, etc. Donc voilà. Ça, c'est sur le plan biologique. Sur le plan aussi peut-être de la vie, qui n'est pas forcément évidente. Les jeunes aussi parlent beaucoup de cette génération qui n'est pas forcément dans le désir d'avoir des enfants parce qu'on laisse une planète un peu difficile, une société trop compliquée à gérer, à vivre et à supporter. Est-ce que ça, pour vous aussi, c'est une situation, Isabelle Santiago, qui explique la baisse de la natalité ? Oui, mais je pense que même si le rapport que j'ai fait récemment ne porte pas spécifiquement sur ce sujet qui est beaucoup plus global, il faut aussi le remettre dans un contexte même à l'échelle internationale, puisque du coup, ce que traverse la France, c'est le continent européen qui le traverse. Ce n'est pas simplement... Donc il y a un corollaire avec d'autres pays qui, eux, vont être, comme l'Inde ou les pays, le continent africain, vont être en très forte démographie. Donc il y a quelque chose qui se joue à l'échelle internationale et aux États-Unis aussi, mais en Europe particulièrement, où c'est un vieux continent qui est en train de vieillir, y compris dans sa population et donc dans le renouvellement. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là qu'il faut regarder ce qui se joue à l'échelle européenne, mais c'est vrai que quand on fait des annonces autour de ces sujets-là, je pense que d'une, il faut les regarder avec des sciences qui donnent à voir et à l'échelle européenne ce qui se passe,
Mais ça ne va pas donner envie, forcément, le soir, de faire un enfant. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on a tous un peu plaisanté avec l'annonce du président. Et vous nous avez montré quelques pistes rigolotes. Il y a des pistes rigolotes, mais il y a des pistes un peu moins drôles. Voilà. Sandrine Rousseau, par exemple, a réagi en disant « J'aimerais... nos utérus ne sont pas une affaire d'État. Ouais. » D'autres, comme Philippe Ballard au Rassemblement national, disent au contraire, estiment qu'un pays qui fait des bébés croit en lui, en l'avenir, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc les réactions sont très diverses, très variées. Elles sont très diverses. Elles ne sont pas forcément antagonistes, là, les deux choses. Les deux choses peuvent être peut-être vraies, enfin sont sûrement vraies toutes les deux, je dirais. Bah, l'utérus qui n'est pas une affaire d'État. C'est vrai. C'est vrai. Et pour autant, il y a un plan. Et par ailleurs, dire qu'une société qui fait des bébés a confiance dans l'avenir, ça ne semble pas non plus aberrant. Voilà. Bon, mais alors, donc, ça veut dire quoi? Alors, si vous avez fait l'étude, effectivement, en Europe, et vous constatez quoi? Qu'est-ce qui fait que, selon vous... Non, je dis que quand on veut aborder ce sujet-là, nous, l'étude que l'on a faite, elle portait sur les crèches. Oui, mais... Alors... Sur l'accueil autour de la petite enfance et notre congé dans les préconisations que nous avons fait pour rejoindre nos propos. C'était le congé familial. Nous, c'était le congé parental modifié. Donc, en fait, au travers de ce rapport que nous avons fait, et donc nous n'étions pas sur une problématique autour de la natalité, de la baisse démographique, ce n'était pas l'objet de nos travaux. C'est pour ça que je me suis permise de mettre en parallèle la vision démographique de l'Europe et des problématiques. Sur le rapport que nous avons fait, nous, dans nos préconisations, quand on se centre sur l'intérêt de l'enfant, et donc, du coup, bien évidemment, là, pas du tout dans un cadre démographique, mais autour de la problématique que nous soulevions, c'est-à-dire comment on accueille un enfant de 0 à 3 ans dans ses 1000 premiers jours, eh bien, nous, on a considéré que le modèle actuel, tel qu'il était fait, devait être vu de manière différente. Et que le congé parental, avec des moyens très faibles, financiers, mensuels, qui sont donnés généralement et pris par les femmes de manière souvent pas par choix, sur les 3 ans de l'enfant, nous, on a considéré qu'il vaut mieux allonger le congé de maternité de 10 semaines aujourd'hui à 12, que le congé de paternité qui est à 28 jours, le conserver, et par contre avoir un modèle on va dire, qui fait la globalité entre 6 à 8 mois, autour d'un congé très bien rémunéré. On a fait une première piste qui est peut-être un exemple allemand, autour de 67%, 70% de son dernier salaire, qui permet, entre le congé de maternité, paternité, plus un congé parental nouveau, avec des nouveaux droits, sans obligation, si on souhaite le prendre. Si on le souhaite, à temps partiel ou à temps plein, c'est ça? Si on souhaite le prendre, si on souhaite le partager dans la parentalité. Mais en tout cas, le modèle, on s'est dit la première année, quand on connaît aujourd'hui, on connaît bien le développement des enfants, et on trouve que la première année, c'est important de proposer aux familles un nouveau regard sur l'accueil du jeune enfant et ses besoins fondamentaux. Et donc, on était plutôt sur quelque chose de bien rémunéré que les familles pourraient prendre. Oui, vous pensez en gros que finalement c'est une des raisons qui fait que les couples ou les femmes seules n'aient pas eu envie davantage d'avoir d'enfants. Ça peut en tout cas, ça peut faire partie d'une des raisons, des grandes difficultés d'accueillir un enfant et de concilier vie familiale, vie professionnelle, mais aussi, vous l'avez dit, c'est aussi un ensemble de situations. On est crise sur crise depuis le Covid, mais la démographie avait déjà baissé avant. Elle n'est pas que cette explication, mais depuis, c'est que crise sur crise. Et c'est vrai que se projeter dans l'avenir, il faut être très ambitieux et courageux. Mais alors, est-ce que ce n'est pas plutôt un réarmement finalement des conditions de vie de tous les Français qu'il faut repenser avant de repenser à un réarmement démographique? Pardon, hein, c'est un peu dissident. Alors, en fait, moi, encore une fois, je me place du point de vue technique, c'est biologique. Et je voulais, en fait, j'ai parlé de l'homme, je vais maintenant parler de la femme aussi, pour dire quelques mots là-dessus, c'est important aussi. La raison qui font qu'on a également une baisse de la fertilité féminine n'a rien à voir avec la raison masculine. La raison absolument massive, c'est l'augmentation de l'âge à la première naissance. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, il y a, mettons, 40 ans, avaient leur premier enfant autour de 22-23 ans. Là, elles ont leur premier enfant en France autour de 32 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, c'est un problème temporel. La fertilité chez la femme, elle a une durée.
qui s'arrête à la préménopause en fait. Et si on regarde le nombre d'ovocytes qu'il y a dans un ovaire, on va voir qu'en fait à 35 ans en moyenne, on a une chute très très drastique, très brutale. Mais ces 35 ans, ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes à 35 ans, pas du tout. C'est une moyenne de plein de femmes. Toutes les femmes ont le même profil avec une chute drastique, mais chez certaines femmes, ça va être à 25 ans, chez d'autres, ça va être à 40, 42 ans. Mais globalement, ça veut dire que des femmes qui auraient eu aucun problème à concevoir quand elles avaient 22, 23 ans, même si elles allaient perdre leurs ovocytes à 25 ou 27 ans, ce qui est très précoce, eh bien en fait maintenant, ça ne marchera plus parce que les conditions en fait de la vie, les conditions du travail font que, pour des raisons sociologiques, la première grossesse a lieu plus tardivement. Donc c'est la cause vraiment majeure en fait. Alors majeure. Du coup, ma question c'est, est-ce que ça fait sens ce bilan de fertilité à l'âge de 25 ans? Moi, oui, je trouve. Oui, bien sûr. En fait, il y a quelques années, j'avais rencontré le professeur de médecine qui est à Créteil et qui avait le centre de fertilité qui permet de faire ce test. Pour les hommes comme pour les femmes? Oui. Et quand j'ai été élue députée, donc il y a maintenant 3 ans, en septembre 2020, durant ma campagne, j'avais été la voir parce que je trouve que son travail est formidable. Et en fait, elle se bat. Les gens viennent de la France entière pour venir la voir, mais ce n'est pas remboursé. Et comme ce n'est pas remboursé, c'est quand même 350 €. Et il n'y a qu'une partie, je crois, 70 € qui est remboursée. Et on essayait de se battre dans le PLFSS pour que ce soit reconnu et que ce puisse être remboursé. Parce que je trouve, en fait, et elle rencontre des femmes, évidemment, comme vous venez de le dire, des femmes qui ont 25 ans, comme elle rencontre des femmes qui avaient des couples, parfois, bien sûr, ce sont aussi des couples, des parentalité. Et il y a des personnes, il y a des histoires de vie derrière chaque personne avec des réflexions, des questions et puis des moments où, plutôt que de rentrer dans des grands parcours de recherche sur l'accompagnement vers la maternité et donc, eh bien, les gens aimeraient déjà savoir si, et ça coûterait beaucoup moins cher, savoir si la capacité pour eux de faire un enfant est encore possible. Et c'est vrai que ce test se fait vous le saurez mieux que moi je ne suis pas médecin, mais c'est au travers des follicules qu'ils arrivent à avoir pas mal d'éléments qu'ils traduisent de manière médicale. Voir la réserve folliculaire. Ouais. Voilà, exactement. Et je cherchais les bons mots parce que je ne suis pas bien sûr médecin, mais en tout cas je trouve ce travail passionnant et ça par contre ça devrait être en effet remboursé parce que ce soit à 25 ans ou même à 32, quand les familles rentrent dans un parcours d'accompagnement vers la grossesse, parce qu'ils rencontrent des difficultés, eh bien, s'ils faisaient ce test tout de suite, ça éviterait tout un parcours qui est parfois long. Alors justement, c'est la question, parce que vous parlez de 25 et 32, c'est toute la question en fait. Parce que tout le monde, dans cette diversité des personnes qu'elle rencontre et qui viennent la voir de la France entière, il y a tous les panels d'âge. Bien sûr, sauf que là, le président effectivement a parlé d'un bilan de fertilité à l'âge de 25 ans. Et alors donc vous le disiez vous-même, effectivement... Non, c'est pas trop tard, 25 ans c'est pas trop tard. Pas trop tard, mais est-ce que c'est pas trop tôt? C'est plutôt ça la question, puisqu'on fait des enfants beaucoup plus tard. Alors, c'est pas trop tôt, parce que ça va permettre d'anticiper peut-être un certain nombre de problèmes. Ce qui se passe, c'est que quand, en particulier, une femme est infertile avant 25 ans pour des raisons de nombre de follicules, là on rentre dans une catégorie pathologique qu'on appelle la ménopause prématurée ou l'insuffisance ovarienne prématurée, qui touche, suivant la gravité, un pourcentage relativement faible des femmes. C'est-à-dire avant 30 ans, ça va être 1%, avant 20 ans, ça va être 1 pour 1000, c'est l'ordre de grandeur, quoi. Donc on rentre dans la pathologie rare. À 25 ans, ça veut dire qu'on va pouvoir quand même dépister peut-être un certain pourcentage de patientes qui potentiellement, à qui on peut donner une alerte en disant madame, vous avez peu de follicules ou vous avez peu de réserve folliculaire, si vous voulez faire un enfant, soit c'est bien de le faire maintenant, soit peut-être maintenant on a des possibilités de vitrification de fragments ovocytaires, etc., de préserver en fait la fertilité pour qu'il y ait des ovocytes décongelables entre guillemets au moment où une grossesse sera désirée. Il y a des approches technologiques possibles à ce moment-là. Et vous venez de mentionner un mot très important, c'est le désir, parce que je ne parle pas du désir sexuel, je parle du désir d'avoir des enfants dans cette société-là. Est-ce que c'est aussi un vrai sujet? Donc vous avez porté effectivement ce projet-là, mais vous travaillez sur ce sujet aussi tous les jours. Et lorsqu'on en parle ici, chez les confrères, et toute la société en a parlé quand on a parlé effectivement de réarmement démographique, cette question de se dire à un moment, est-ce que vraiment ce projet, ce plan pour la natalité, pour les naissances, pourrait remotiver, si je puis dire, les Français à avoir des enfants? En tous les cas, je me permets de répondre rapidement là-dessus, c'est qu'en fait, pour dire que ça sort un peu de mon domaine, parce que les gens qui viennent à l'hôpital
parce qu'ils ont des problèmes pour concevoir, c'est qu'ils ont un projet de faire un enfant. Bien sûr. Donc, par définition, ceux-là, le désir, ils sont très motivés. Voilà. Mais après, le problème, c'est peut-être, d'un point de vue du réarmement, c'est le sont les autres. Ouais. Moi, je pense en fait que c'est plus, je vois toujours les choses de manière globale. Je pense que dans une société, je vous l'ai dit, le mot réarmement n'est pas, en tout cas, je ne le trouve pas adapté. Mais par contre, si on plaçait l'enfant au cœur des politiques publiques, de manière globale, je travaille beaucoup avec le Québec et j'aime beaucoup le modèle, pas surtout, mais ils ont un modèle très vertueux. Et c'est vrai que si les personnes ont porté l'enfance comme un investissement d'avenir, au sens où il y a un parcours qui est transversal à toutes les politiques publiques et qui, de la petite enfance, à travers l'éducation, à travers le handicap, la difficulté des familles d'avoir des places d'accueil pour les accompagner, ou même les accompagner dans la parentalité, au sens où on monte tous en compétences et non pas de manière négative, dire aux parents de toujours mieux faire, mais dire on a tous des habilités et parfois on n'a pas la connaissance de ces habilités qui vont aller vers les besoins fondamentaux des enfants. On a beaucoup à faire pour rendre les choses, non pas, je ne sais pas si ça répondra, parce que moi je me permettrai pas d'être dans le salon et la vie familiale de chacun. Je trouve ça toujours un peu difficile, surtout pour une femme de gauche très engagée. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la société a besoin de s'apaiser et de donner avoir capacité à se projeter. La liberté de choix, en fait. Liberté de choix, mais aussi un monde plus apaisé où la place de l'enfant est centrale et où on accompagne moins de dureté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un combat dans beaucoup de domaines avec l'accompagnement des enfants. Et si vous avez en plus un enfant porteur de troubles autistiques vous avez des problèmes de scolarisation, mais derrière, c'est des problèmes d'emploi, parce que comme vous n'avez pas de place pour l'enfant, souvent, il y a un des deux parents qui reste avec un enfant. La France est très en retard sur ces sujets-là. Et par exemple, je finirai juste par ça. Au Québec, il y a quelque chose de très vertueux. À 18 mois, il y a un dépistage universel des troubles autistiques et un accompagnement des enfants de 18 mois jusqu'à l'entrée de l'école maternelle. Et donc, bien sûr, après, si c'était des troubles avérés graves. Mais il y a comme une communauté qui se met autour de la famille et des enfants. Et ça, c'est bienveillant. Ça donne beaucoup d'espoir. On sait qu'on n'est jamais seul, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous manque, en fait, en France. J'aimerais quand même vous faire, non pas que je reste sur mon idée principale, mais quand même, j'aimerais vous faire réagir à une enquête IFOP menée en 2022 qui est assez éclairante. Les raisons qui poussent les femmes à ne pas vouloir d'enfants sont d'abord liées à l'épanouissement personnel, puis les craintes face à l'état du monde, écologique ou économique. Donc on le voit bien, en fait, effectivement, il y a la place de l'enfant, effectivement, dans la société, comme vous le dites si bien, mais aussi la place centrale de la femme. Je rappelle quand même que le vote pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution... Qu'on vient de voter. Voilà, vient d'être voté. Bon, alors, à l'Assemblée, attention... J'étais en train de vous dire, à l'Assemblée, au moment où vous l'avez dit. Et Mathilde Panot de dire, plutôt qu'un réarmement démographique, nous voulons le réarmement du droit des femmes à disposer de leur corps. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une situation un peu conflictuelle aujourd'hui, bien qu'elle se recoupe et qu'on rejoint le droit, mais j'aimerais vous faire réagir à ces deux positions. Moi, je pense qu'elle n'est pas conflictuelle, parce que je pense que c'est un petit peu comme quand on a réfléchi à ce congé de parentalité bien rémunérée. Ça indiquerait en effet que des personnes font faire le choix de garder et d'accueillir l'enfant plus longtemps. Mais si c'est bon pour ses besoins fondamentaux, je pense qu'il ne faut pas opposer. Il y a une forme de féminisme parfois qui est dans une forme de radicalité sur laquelle il faut laisser le choix aux personnes et ne pas être... toujours dans cette forme assez brutale. Il y a des femmes qui vont faire le choix, et c'est tout à fait respectable, de ne pas avoir d'enfants ou en faire beaucoup plus tard. Il y a le choix d'une société qui proposerait un congé de parentalité bien plus rémunéré et qui permettrait aux parents de garder leurs enfants sur une année. Et ce serait formidable pour ceux qui vont le choisir. Je pense que notre société a besoin de s'apaiser. Et je reste vraiment sur cette liberté de choix
c'est valable à travers le vote que nous avons fait à l'Assemblée, mais aussi sur la façon d'accueillir un mode de vie avec ses enfants, d'en avoir ou pas. La liberté de choix, une société plus apaisée, ça joue aussi. Ça vous montre en tous les cas de façon claire que la question posée sur, entre guillemets, le réarmement, c'est redonner du désir aux gens. Et redonner du désir, donc c'est le politique qui agit. Nous, c'est pas les chercheurs qui pouvons faire ça. Et le désir, effectivement, je pense qu'effectivement donner des avantages économiques, inciter, ça c'est fait. Le fait d'avoir un peu plus d'argent quand on a des enfants, c'est pas quelque chose de nouveau en fait en France. Là, c'est un autre aspect. Mais je pense qu'effectivement, tout ce qui peut inciter les gens à dire finalement faire un enfant de plus, pas forcément pour des raisons économiques sensu stricto, mais qu'on va pouvoir lui apporter quelque chose de bien, qui va pouvoir se construire correctement. Là, c'est le politique qui agit. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue, je pense que c'est effectivement la seule façon réelle de réarmer ou de faire que la démographie de pays comme la France s'améliore en tous les cas. Pas Gérald Darmanin, selon Géographie, qui viendra tous les mercredis soirs. Je pense que ça va être compliqué. Même si quand la démographie sera extrêmement basse, ça pourrait faire un rôle significatif. Mais actuellement, on a 750 000 naissances par an. Je ne pense pas que l'ajout de M. Darmanin, aussi brillant soit-il, puisse apporter vraiment quelque chose de significatif d'un point de vue statistique. Oui, statistique, baisse de 6,6% du nombre de naissances par rapport à 2022. Ouais. Oui, mais enfin, encore une fois, une statistique sur une année, ça ne veut rien dire. Encore une fois, vous avez évoqué, je ne sais plus, qu'on a eu une série de crises, donc tout ça peut évoluer. Par contre, le côté, moi je suis très très sensible à ce qui a été dit sur l'écologie et sur le côté climatique. Je vois que c'est une des préoccupations majeures. Je pense que très souvent, pour ce problème-là, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on peut démontrer que le fait de faire un enfant de plus, c'est ce qui va amener le plus de CO2 dans l'atmosphère que par rapport à n'importe quoi qu'on fait. Mais d'un autre côté, on est en France. La France contribue pour à peu près 0,9% du CO2 mondial, sachant qu'elle contribue pour 3% de la richesse mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays en fait, qui ont vraiment un retard de vertu considérable par rapport à nous. Pollueurs. Et donc, qui sans produire beaucoup, polluent énormément. Donc nous, on est vraiment exemplaires, en fait. Et donc, moi, je voulais remonter un petit peu le côté optimiste de ce point de vue-là. C'est que pour le moment, la France est exemplaire. Et donc, faire des bébés en France, c'est pas une considération écologique majeure. Supprimer le charbon en Chine, ça serait peut-être beaucoup plus efficace. Ou en Allemagne. Ou en Allemagne, oui. Eh bien, on va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup, Daniel Vémandet, d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, ainsi qu'Isabelle Santiago, notre députée socialiste qu'on aime beaucoup ici au Grand JT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors Lulu a 9 ans, elle est en CM1, elle a une grande sœur, Vanessa, et ses parents s'appellent Hélène et Jean-Louis. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que ça fait tilt tout d'un coup dans votre tête. Elle a aussi plein de copains et plein de copines. Il leur arrive toujours un tas de trucs tous les jours, des trucs super chouettes et puis des trucs un peu moins chouettes, des vrais soucis comme un peu tous les jours, les problèmes du quotidien. Sauf que Lulu, elle en parle. Et puis Lulu, elle arrive toujours à s'en sortir. Et on va en parler de cette Lulu magique avec Hélène Oiseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes productrice du podcast Le Club de Lulu. On va en parler. Podcast donc génial, tout ça chez Bayard Jeunesse. On parle de Lulu parce que Lulu, Lulu, elle est sur Astrapi. On la connaît. Ça fait 30 ans qu'on la connaît, Lulu. Ça fait 30 ans qu'elle est dans les pages du magazine, oui. Ça fait 30 ans qu'elle est là pour raconter ses petites histoires quotidiennes. Sous forme de bande dessinée. Voilà. Puis roman aussi. Alors, elle est sous forme de bande dessinée dans le magazine. Elle est en librairie sous forme de BD, dans la collection BD Kids. Et il y a des petits romans aussi qui sont disponibles en librairie. Un succès donc qui ne démord absolument pas. 800 000 lecteurs mensuels d'Astrapi et donc de Lulu. Comment vous expliquez justement, je disais, elle raconte ses petits soucis du quotidien et on est là avec elle depuis toujours. Ce sont de vrais soucis, simplement. C'est de vraies histoires d'enfants. C'est une héroïne du quotidien, on va dire. Elle ressemble à tous les enfants. Elle est un miroir de leurs sentiments, de leur colère, de leur peur, de leurs vraies histoires au jour le jour, en famille et à l'école. Et elle s'en sort toujours, souvent par un éclat de rire d'ailleurs. Elle s'en sort toujours... parce qu'elle réfléchit à ce qui lui arrive, parce qu'elle arrive à mettre des mots sur ses sentiments, sur ses impressions, sur ses trouilles de petite fille, sur ses inquiétudes, d'abord, et puis parce qu'elle a une famille avec qui elle peut discuter de tout ça. Elle a des amis avec qui elle peut discuter, une grande sœur, Vanessa, qui est quand même très sympa aussi.
Et tout ça, toute cette communication lui permet de sortir de ces petits affres quotidiens. Alors, vous parlez des affres du quotidien, les trouilles, les angoisses, tout ça, les enfants, depuis toujours, en connaissent, évidemment, à l'école et en dehors de l'école, mais en particulier, évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les problématiques de harcèlement. C'est vrai que libérer la parole, parler, comprendre comment ça se passe, partager une angoisse, une inquiétude, c'est peut-être d'autant plus important et pertinent aujourd'hui. Et donc, vous avez créé le podcast de Lulu. Absolument. Effectivement, le sujet du digital est prégnant, mais nous, on fait un journal et on va utiliser le digital pour continuer à communiquer avec les enfants, pour aller les chercher à des endroits où il n'y a pas d'écran, avec le podcast en particulier. Et on va les chercher aussi sur un blog où ils peuvent s'exprimer. Bon, les histoires de réseaux sociaux et tout ça, on pourra peut-être en rediscuter, mais c'est comme pas mal d'autres soucis en famille. L'essentiel, c'est d'arriver à en parler. C'est de la curiosité aussi de la part des parents sur les pratiques des enfants, sur ce qu'ils voient, sur ce à quoi ils sont confrontés. Et tout ça, ça aide évidemment à régler les soucis. On écoute ensemble ce à quoi ça ressemble, le podcast de Lulu. Salut, moi c'est Lulu. J'ai 9 ans, je suis en CM1. J'ai une grande sœur Vanessa et mes parents s'appellent Hélène et Jean-Louis. J'ai aussi plein de copains et de copines. Et il nous arrive plein de trucs tous les jours. Des trucs super chouettes, des petits problèmes aussi. Comme à toi. Alors, je t'invite au club de Lulu. Là, je te raconterai mes histoires et puis tu pourras aussi me raconter les tiennes. Ça va être chouette d'en parler entre nous. Tu vois, on pourra s'entraider pour savoir comment faire quand on est fâché avec nos amis ou nos parents. Ou quand on est en colère parce qu'on peut pas jouer avec la tablette. Ou des trucs comme ça. Alors, ce podcast lancé samedi dernier. Oui, il est tout jeune. Et qui a été bien reçu immédiatement. Oui, il est bien reçu. Il y a déjà quelques milliers d'écoutes. Il y a déjà aussi sur le blog Club de Lulu des réactions d'enfants fans absolus de cette héroïne qui disent ouais, c'est génial, on va enfin pouvoir l'écouter et connaître sa voix. Bah oui, sa voix, parce que alors, Lulu, ça fait 30 ans qu'elle a 9 ans, c'est magique. Elle ne vieillit pas, Lulu. Ouais, mais nous, on vieillit avec elle, c'est-à-dire que parents et enfants, puisque, quand on le sait, on lit une histoire, bien quand on grandit, ça va, on arrive à lire les bandes dessinées, mais sinon, c'est les parents qui lisent au départ. Et donc, finalement, c'est une continuité qui s'opère avec la famille. Absolument. Alors, le journal, il traîne un peu sur la table de salon, les parents mettent le nez dedans de temps en temps. Le podcast a un côté assez génial, parce que dans 80% des cas, c'est les parents qui sont prescripteurs du podcast, de l'écoute, et très souvent, l'écoute est partagée. Donc c'est un objet, enfin c'est une information, c'est une histoire qu'on partage, qu'on écoute ensemble et qui peut susciter des discussions et susciter des petits débats en famille sur tous les sujets qu'on va proposer au fil des mois. Oui, parce qu'effectivement, une fois que Lulu a raconté son histoire, il y a en fait le témoignage d'enfants. Donc on partage à la fois une histoire, donc inventée certes, mais qui relate un quotidien assez réel, et puis il y a le témoignage. Alors ça, c'est une dimension qui a été travaillée autour de cette héroïne, parce que justement, elle est très très proche des lecteurs, il y a une grande empathie avec le lectorat. Lulu, elle a un blog sur lequel elle accueille les enfants lui posent des questions, elle y répond. Et là, dans le podcast, on a voulu avoir cette dimension communautaire aussi, qui est très forte dans pas mal de nos projets. Et les enfants sont interrogés et témoignent sur chacun des sujets traités. Et ça amène d'autres éclairages que celui de Lulu, et ça amène d'autres solutions, et ça amène beaucoup de tendresse et de choses qui font sourire et qui sont aussi très pertinentes quand on est parent. Pour répondre à certaines thématiques, est-ce que vous faites appel à des spécialistes ? Oui, absolument. Le magazine Astrapi, depuis des années, est accompagné par une psychologue clinicienne qui s'appelle Nadège Larcher, qui participe à l'élaboration notamment des BD de Lulu, et puis qui nous accompagne sur ce projet-là. Voilà, aussi. Donc un jeune public aussi qui peut être attiré, ne serait-ce que par l'idée de l'écoute, le podcast, puisque la bande dessinée, il faut savoir encore une fois lire. Les parents le font, mais par moments, on est seul dans sa chambre ou dans le salon et on a envie de pouvoir écouter Lulu. Oui, absolument. Le magazine permet ça. Le podcast, c'est accessible sur le blog et via un téléphone. Donc effectivement,
Il faut avoir ce support. C'est pour ça que je parlais pas mal d'écoute partagée en famille. Et ceci dit, c'est aussi un média de l'intimité, le podcast. C'est quelque chose qu'on a envie d'écouter tout seul, qui permet de cheminer aussi dans sa pensée, dans ses réflexions, de décrypter un petit peu ce qui nous arrive. Et c'est ce qu'on propose aux enfants avec ce podcast. Mais bravo en tout cas pour ce podcast, le Club de Lulu. Je rappelle que Astrapi est aussi un magazine génial pour les 7-11 ans. Un magazine qui existe depuis combien de temps? On dit 30 ans, c'est ça? Le magazine, non, un petit peu plus que ça. Je crois qu'il a fêté ses 40 ans déjà. Wow, 40 ans de magazine. Bah oui, c'est vrai, j'en ai 46, alors forcément. J'avoue, je l'ai vu arriver, j'avoue. En tout cas, on aime beaucoup Astrapi et bravo pour ce podcast. Hélène Oiseau, merci beaucoup d'être avec nous, d'être venue sur ce plateau, nous parler de Lulu. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Cher Guillaume, il faudrait presque que je m'enregistre tellement vous êtes prévisible. Comme tous les jeudis, vous avez décidé de nous parler de TikTok. Mais tout à fait, mon réseau social préféré. Vous pouvez mettre en boucle de TikTok. D'abord, petite question, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Je n'ai pas compris cette question. Pourquoi? Alors, c'est important parce qu'il faut que vous ayez l'estomac solide. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah non, j'ai peur. Non, mais avec vous, je peux avoir très peur. Surtout le couple Guillaume Ouattara plus TikTok, je peux être effrayée en un instant. Vous allez me parler de quoi? Eh bien, on va vous parler d'alimentation. Mais vous avez mangé ou pas ce midi? Oui. J'ai l'impression que vous voulez laisser un voile pudique sur votre repas, vous de déjeuner. On laisse. Non, mais en fait, ça va faire triple peine. Un steak tartare avec des frites. Ah bah ça va partir direct. J'ai décidé effectivement de vous parler de gastronomie française, mais pas la gastronomie que vous imaginez, ou plutôt la gastronomie, mais en deux mots, gastro plus loin, nomie. Parce que je vais vous parler de gens qui détruisent justement la gastronomie française. Tenez, par exemple, Ruby Famille. C'est une maman de plusieurs enfants qui aime partager les petites recettes un peu revisitées. Regardez. Coucou les amis, alors aujourd'hui j'ai pas eu le temps de vous faire une recette sucrée, donc du coup là je vais vous en faire une vite fait. On va se faire des crêpes, on les fera que après manger, là je vais préparer ma pâte comme ça elle aura le temps de bien reposer. Je vais vous faire des crêpes bretonnes, façon bretonne, mais avec ma petite touche à moi personnelle. Alors là je vais pas en faire beaucoup, je vais en faire que 350 grammes, donc voilà. Là je vais rajouter à peu près 60 grammes de sucre. Une pincée de sel bien sûr. Un sachet de sucre vanillé. Là j'ai rajouté 4 œufs. Je vais rajouter un peu de lait, comme ça je vais pouvoir mélanger. Voilà, alors j'ai bien mélangé. Et puis moi d'habitude, alors je coupe à l'eau. Je fais mi-eau, mi-lait. Et là du coup on va mettre du coca. Alors, on va tester, on verra bien. Ça peut donner un bon petit goût franchement. Ah mais c'est effrayant. Mais des crêpes au coca, c'est génial. Mais quelle horreur, mais pourquoi du coca? C'est une réaction chimique? Bah non, c'est juste que c'est vraiment dégoûtant, quoi. C'est par plaisir. Ah, c'est juste par plaisir? Ah oui, c'est du coca. Elle aime bien mettre du coca partout. C'est les quantités surtout qui sont obvious. Ah bah oui, vous avez vu, elle dit qu'elle met un peu de sel, vraiment un tout petit peu. Et d'ailleurs, regardez un petit peu comment elle organise sa recette de pâtes. Prenez-en de la graine, on met un tout petit peu de sel dans les pâtes aussi. Et les amis, pour accompagner notre steak haché à la crème, on va se faire, à votre avis, nos fameuses pâtes de voyageurs. Alors j'ai mis 1,5 litre d'eau à bouillir. Je mets du sel. On attend toujours que l'eau aboue les amis pour mettre le sel. Parce que autrement c'est plus long à bouillir. Je sais pas si vous le savez, mais je vous l'apprends. Bref. Vous trouvez peut-être qu'il y a un peu trop de sel, Virginie, dans cette recette? Regardez la suite. Oh, un beau morceau de beurre. Il manque un peu de sel, du coup on va rajouter du sel. On rajoute, hein. Quelle horreur. Bon, alors, fort heureusement, vous avez aussi déniché une petite vidéo pour ceux qui, comme elle, mettraient trop de sel, c'est ça? Eh bah oui, c'est le secret le mieux gardé de Cotonou. C'est la tiktokeuse Resto chez Chiro qui nous le dévoile. Vous avez ajouté trop de sel dans votre sauce. Pas de panique. Aujourd'hui, je te donne l'astuce du siècle. Voici le secret. Voici l'astuce incontournable. Il suffit simplement d'ajouter une pomme de terre crue à votre sauce. Épluchez la pomme et mettez la pomme dans votre sauce. 1 ou 2 ou 3, c'est comme vous souhaitez. La pomme absorbe le sel et du coup, la sauce ne sera plus du tout salée.
Je m'attendais à pire, parce que ça, j'ai déjà fait, moi. Ouais, non, mais c'était les petites... J'ai eu la main un peu lourde sur le sel une fois. Le dégoûtant revient après, vous inquiétez pas, mais là, c'était juste une petite info comme ça, mais la Bon, là, pomme de c'était une terre. info. Mais Ouais. rassurez-moi, les vidéos qu'on a vues juste avant, en fait, c'était une blague. Non, pas du tout. Hein, Ruby Famille fait vraiment des recettes qui peuvent soit donner au choix des artères bouchées ou un cancer. D'ailleurs, la grosse blague dans les commentaires, et elle déteste ça, ça consiste à lui demander pour combien de Doberman elle cuisine, parce qu'on a du mal à imaginer des humains manger ça. Et pourtant, ses enfants mangent ça tous les jours. Alors c'est vrai que c'est un peu l'illustration que vous savez sur TikTok, on peut partager un peu de tout, n'importe quoi, et parfois ça va trop loin. Là, c'est des recettes dégueulasses, mais on a aussi parfois des gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui le partagent pour de la prévention. C'est son application. Allez-y, on peut la télécharger dès aujourd'hui. Ah oui, elle est disponible. Très bien, voilà. Comme Daniel. Elle est gratuite, je le précise. Alors, l'application, vous avez toute l'application. Oh là là, mais ça me fait de la peine parce qu'en fait, on la voit toute mince. Donc, c'est un comportement, effectivement, un vrai trouble C'est les alimentaire. troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est intéressant parce que ça fait de la pédagogie et ça montre ce que c'est concrètement. Par contre, elle est accusée par certains internautes, sans doute à juste titre, de surfer un petit peu sur la vague d'un trouble psychiatrique pour faire des vues. Bah, disons que c'est du beurre sur du chocolat, ce qu'on vient C'est de voir, du non? beurre sur du chocolat et de l'huile dans des pâtes au beurre. Très bien. Et il y a pire encore? Non, il n'y a pas de ça, vous inquiétez pas. C'est juste que je voulais une dernière recette pour vous de Ruby Famille qu'on salue, à qui on fait des gros bisous. Est-ce que vous connaissez le pot-au-feu aux œufs? Non. Eh ben, je vous laisse regarder. Bon, bah, les amis, voilà la deuxième partie. Alors, donc, du coup, là, mes légumes, ils sont cuits. Mon couteau rentre dans mes pommes de terre. Là, du coup, j'ai rajouté mes œufs. Alors, j'ai rajouté des gros et puis des petits œufs de caille. Et puis là, bah, maintenant, je vais laisser encore cuire à peu près 10-15 minutes. Ouais, 15 minutes. Et puis... à couvert, bien sûr. Et à côté de ça, je vais vous faire une salade verte. Alors du coup, je vais vous faire une sauce buffalo pour manger avec. On espère juste qu'elle a nettoyé les œufs avant de les mettre dans les légumes. Mais donc, il n'y a pas de viande, c'est ça? C'est légumes, œufs. Ouais, œufs, mais œufs avec la coquille, c'est important. Ça donne plus de goût quand on mange. Très bien, formidable. Eh ben, Bon écoutez, appétit. merci beaucoup pour cette chronique, Guillaume. Merci, je n'ai plus faim du tout. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invité est l'acteur Selim Keshiouch. Et comment ça arrive alors le métier d'acteur? Bah, ça arrive un peu en forçant le hasard. J'ai rencontré un jeune réalisateur à l'époque qui s'appelle Gaël Morel, qui est toujours mon ami aujourd'hui. Et on allait à Paris faire un colloque qui s'appelait Avoir 20 ans l'an 2000. Et donc il parlait de cinéma, ouais, c'est drôle. Hein. Et lui, il avait 20 ans à l'époque, et moi j'en avais, je crois, 13. Et, ah oui. Ouais, il parlait de précoce. cinéma. Ouais, un peu précoce. Et donc, il parlait avec des gens de sa génération qui venaient de mon quartier à l'époque. Et il disait qu'il était réalisateur. Et je me suis levé du haut de mes 13 ans et je lui ai dit que j'étais réalisateur aussi. Ah, déjà? Ouais, j'ai dit réalisateur, pas dit acteur. Ouais. T'avais déjà filmé avec le caméscope de ton père? Exactement. Okay. Ouais, j'ai dit que j'avais réalisé quelques films. Et il m'a dit, OK, vas-y, alors moi, ça m'intéresse. Laisse-moi ton... C'était pas ton 06 à l'époque, c'était mon 04, je crois. Le fixe de la maison. Le fixe, ouais, de la maison. Et il a retrouvé le numéro de mon grand-père à l'époque. Il a appelé, parce qu'il m'a rappelé 2 ans après, pour passer le casting de son film. Il ne m'avait pas oublié. Et donc, j'ai passé le casting et c'est comme ça que j'ai commencé à être acteur. Sans prendre de cours au final? Non. Au départ, non. Et Madame Anglade, d'ailleurs, m'a rappelé que j'avais été dans un cours de théâtre avec elle et qu'on avait monté une pièce avec une compagnie qui s'appelait... Donc ça, c'est bien avant cette première participation. C'était donc en CM2, ouais. Ouais, t'avais quand même déjà bien ça en Ouais, toi. j'avais quand même, je pense, la petite Et après, fibre. tu prends des cours? Pas tout de suite. J'ai quand même joué dans quelques films. J'ai joué donc dans le film de Gaël. Ensuite, j'ai été repéré par François Ozon dans un de ses premiers films qui s'appelle Les Amants criminels. Et j'ai retourné 2 fois avec Gaël et à un moment je me suis dit ouais, je suis peut-être fait pour ça, faut que je prenne des cours. Parce qu'à ce moment-là, tu t'envisages pas d'en faire ton métier? Non, pas vraiment. Je continuais les études. Des études de quoi alors? Littéraires. Ouais. Et après je me suis dirigé vers une fac d'histoire parce que j'aimais bien l'histoire. Dans le but de te dire je vais faire quel métier? Je sais pas. Franchement, je me suis laissé un peu guider parce que j'étais bon et que j'avais une bonne note au bac. Mais je me disais les débouchés c'était soit historien, soit prof d'histoire. Donc pourquoi pas, prof d'histoire, je me voyais bien. Ouais, pourquoi pas. Franchement, même archéologue ou je sais pas, franchement, un truc peut-être avec de l'aventure. Prof, j'aimais bien le côté prof. J'aimais bien aussi
je me disais éducateur aussi, parce qu'il y a un éducateur qui a beaucoup compté dans mon enfance, qui était notre entraîneur de boxe aussi, qui s'appelle Dominique Poulet. Avant de le dire, tu savais qu'on allait rigoler. Ouais. Dominique, donc dédicace à Dominique, que je vois toujours, qui est toujours un ami. T'aurais pu être éducateur alors? Ouais, j'aimais bien ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait pour les jeunes, comment il leur inculquait aussi un peu d'une autre sorte de savoir. Il nous avait emmenés, je me souviens, en Thaïlande faire un voyage et puis des entraînements là-bas. Il avait monté tout un truc. C'est exceptionnel, oui. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais. On avait été un certain nombre à être champion de France dans la même ville. Et il avait monté tout un dossier pour qu'on aille s'entraîner en Thaïlande. Et puis nous éduquer aussi un peu au voyage et puis à la découverte. Et toi, t'as quel âge quand tu te dis, ça y est, c'est bon, ça sera mon métier? Je pense que j'ai 19 ans. Ah oui, donc c'est tôt. Ouais, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Où tu te focuses plus que sur ça. Ouais, je commence la fac d'histoire, je fais 3 mois. Après, je dis à mon père, non, mais en fait, je veux faire du théâtre. Et donc, je passe une audition. Et lui, il est OK avec ça? Au début, ils n'étaient pas très chauds parce que c'est quand même un métier incertain, ça fait peur. Quand on est jeune, on se dit, on est influençable, etc. Donc, il avait peur. Et j'ai forcé un peu les choses. Et puis, j'ai passé une audition pour une école de théâtre. T'as fait comment en forçant? J'ai dit, je vais faire ça. Et puis voilà. T'as imposé? Ouais, j'ai imposé le truc. Et je me souviens que c'était une formation post-bac. Et donc, qu'on pouvait être accompagné par, je me souviens, l'émission locale de l'époque. Et j'avais monté un dossier et je me souviens que... Ouais, t'étais déterminé. Ouais, et que la consultante de l'émission locale m'a dit, mais tu veux pas faire plutôt un métier d'avenir Je lui dis non, je vais être acteur. Donc, j'avais monté ce dossier, j'avais réussi à l'avoir et puis j'étais bien content. Et aujourd'hui, tu as déjà une belle carrière. Est-ce que, quand tu regardes derrière toi, est-ce que tu dis, il y a des choses que tu regrettes dans le chemin parcouru ou au contraire? Non, j'essaye de ne pas avoir de regrets. Franchement, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Je pense que le chemin... Non, mais moi, je trouve, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je continue à y croire et à me donner de la force. Mais non, franchement, je trouve que le chemin, c'est ce qui compte. Après, je ne sais pas l'objectif. J'y pensais ce matin, en plus, à mes objectifs, mais... Alors, c'était quoi la franchement, réponse? Je me dis être heureux en réalité, hein. Franchement, sincèrement. Et le parcours. C'est plus difficile que des objectifs professionnels. Ouais, c'est ça. Mais ça peut englober des objectifs professionnels, de vie privée, etc. Et je pense que c'est un tout, c'est un équilibre entre chaque élément. Et non, franchement, moi, je suis fier de mon parcours, d'où je viens, de comment j'ai traversé les choses, de comment je me suis battu pour y arriver et de là où je suis aujourd'hui. Ton rêve aujourd'hui dans le cinéma, ça serait quoi? Ça serait de réaliser mon prochain film, de le monter. Là, je suis en train de l'écrire et de pouvoir de pouvoir y arriver, de le finaliser, de faire un film dans des bonnes conditions, de rencontrer à la fois le public, de toucher les gens et de m'exprimer dans mon art. Ce premier long métrage, tu penses que tu souhaiterais que ça soit que le premier d'une belle série. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Salim Keshouch pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci beaucoup Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a eu des circonstances où, par téléphone, j'ai eu un gamin qui menaçait de débarquer parce qu'il avait fui le domicile familial en disant si je revois l'éducateur qui ne me connaissait pas, je rentre, je lui casse la gueule. C'était véritablement un tapis rouge. Donc, le fait on est dans une dimension aussi d'essayer d'apprivoiser et de montrer comment on peut être un allié, une aide, et non pas quelqu'un qui va lui vouloir du mal. C'est un défi passionnant. C'est un défi, beaucoup d'empathie, vous le dites, vous employez aussi souvent le mot de congruence. Ça s'apprend, tout ça, d'où ça vient? Parfois, on pense aux origines de ces métiers-là, qui étaient aussi des origines... les chrétiens avaient beaucoup fait. Enfin, il y a un côté aller vers l'autre, aimez-vous les uns les autres. Je pense, si vous voulez, qu'il y a un certain nombre de prérequis. Alors j'ai essayé de chercher, voilà, je me suis fait un narratif personnel et je pense que c'est un petit peu le syndrome du survivant. Vous voyez, lorsqu'il y a des attentats et que la personne qui n'est pas atteinte ou qui s'en sort bien culpabilise en disant pourquoi est-ce que moi j'en suis sorti et pas les autres. Et c'est votre cas? Non. J'ai eu l'extrême chance et le privilège de vivre dans une famille aimante qui m'a tout apporté.
Et je crois que je me suis construit une idée. Pourquoi j'ai eu cette chance? Et pourquoi d'autres ne l'ont pas? Et pourquoi les autres n'ont pas? Et alors, je pense que, encore aujourd'hui, je considère que je n'en aurais jamais fait assez pour ces enfants-là. Gwenaëlle Solier-Bourg, vous êtes en Skype avec nous, vous témoignez vous aussi aujourd'hui. Si vous témoignez jour après jour, c'est parce qu'il y a un tabou à briser en France en 2024. Oui, tout à fait. Comme le disait très justement Aude, le SBS aujourd'hui, on donne presque des excuses en effet aux auteurs. À chaque fois, on dit voilà, vous étiez à bout, etc. Alors que non, pas du tout. La personne est totalement consciente de ce qu'elle fait, puisqu'on sait qu'un nouveau-né, forcément, si on le secoue, on va forcément lui faire du mal. Alors, soit l'handicaper, avoir des séquelles autres, ou alors engendrer carrément le décès. Donc, effectivement, quand on secoue un enfant, on sait pertinemment ce qu'on est en train de faire. On sait tout de suite qu'il va y avoir des séquelles, des conséquences. Après, les conséquences sont plus ou moins dramatiques suivant les cas. Mais oui, aujourd'hui, le SBS n'est pas reconnu à sa... Je ne vais pas dire à sa juste valeur parce que ce n'est pas la bonne terminologie, mais n'est pas reconnu comme un vrai cas de maltraitance et n'est pas traité en tant que tel. Yohan Bompard, peut-être pour commencer d'abord, donc vous êtes le cofondateur de Dopamine. Vous avez gagné ce concours qui a été lancé par votre directeur juste à côté de vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter d'abord ce qu'il s'agit? Dopamine. Bien sûr. Alors, Dopamine, pour répondre à votre question, c'est un projet avant tout étudiant qui a été construit sur un challenge qui s'appelle le Lean Startup. C'est un projet avec 3 étudiants, avec Emma Grosso-Camus, avec Paul Bastide-Dizard. Et en fait, l'objectif était simple, c'était construire une base solide pour une entreprise où il fallait répondre à plusieurs problématiques. La première, c'est que l'entreprise puisse être réalisable. La deuxième, qu'elle soit digitalisable. Et la troisième, devait répondre à une problématique commune, à savoir agir pour demain. Donc, avec mon équipe, on a décidé de partir sur l'axe du sport, puisqu'on considère à Dopamine que le sport est l'un des meilleurs vecteurs sociaux pour pouvoir justement rassembler et faire en sorte de créer un monde meilleur pour demain. Et Dopamine, c'est du coup une plateforme de financement participatif qui va venir aider les sportifs. Donc on est vraiment spécialisé dans le sport. On va aider des sportifs de haut niveau, mais on va aussi aider des petits clubs près de chez vous. On peut aider aussi Vautron qui demain va peut-être courir le marathon de Boston. Tous ces sportifs-là ont des besoins financiers. Et aujourd'hui, avec l'équipe Dopamine, on veut pouvoir les accompagner et donner la même chance à ces sportifs-là que les grands sportifs dans une grande discipline qu'eux n'ont pas. Je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas d'accompagner cet enfant. Pour moi, il s'agissait de donner le meilleur de ce que je pouvais donner, et je ne suis pas sûr d'y être parvenu véritablement, mais donner le meilleur de façon à permettre d'accompagner et d'aider et de soutenir cet enfant en disant, ben voilà, je propose, l'enfant dispose. Et donc, il y a notamment plusieurs situations où j'étais assez surpris de voir, quelques années après, que ces enfants s'en étaient sortis et qu'ils avaient réussi à faire leur vie. Mais sans même que je me dise auparavant, vont-ils y arriver ou pas? Parce que je me suis toujours refusé, par principe. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être dans l'accompagnement en permanence, sans réfléchir au fait de savoir si ça va servir à quelque chose ou pas. C'est pas le problème. Ce qui peut aider parfois, mais pas, c'est l'humour. Vous l'utilisez, vous aimez bien, mais de temps en temps, ça passe pas. C'est très piégeux, en fait, comme arme. Tout à fait. Mais c'est vrai que je me souviens d'un adolescent, ça va peut-être vous sembler violent, hein, d'un adolescent que j'avais accompagné à plusieurs reprises à n'en plus finir. Et puis, au travers d'une multitude d'essais, d'accompagnement, de solutions pour trouver pour lui. Et puis, une des solutions que je lui trouve, c'était ce qu'on appelle un séjour de rupture. Vous savez, ce sont des séjours que l'on organise à l'étranger. Il s'agissait qu'il aille, je ne sais plus... On se dépayse complètement. Voilà. Et puis, le gamin me répond, il me dit, mais en fait, je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas être kidnappé par les terroristes. Et à ce moment-là, ce qui sort aussi sec, je dis, mais mon pauvre gars, t'es tellement emmerdeur que les terroristes, ils vont nous payer pour te récupérer. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis rendu compte de l'agressivité, mais le gamin, il a éclaté de rire. Et effectivement, parce qu'il savait aussi que j'avais fait mes preuves, et il savait que j'étais un inconditionnel et que j'étais là tout le temps pour lui, et qu'il pouvait me foutre en l'air 3, 4, 5, 6 fois, la 7e fois, je serais encore là. Donc, il n'a pas senti dans ce trait d'humour
comme une offense, mais comme quelque chose de très rigolo, parce que finalement, je disais, je serais peut-être encore plus fort que les terroristes s'ils me kidnappaient. On parle de 500 bébés secoués chaque année. Alors, officiellement. Officiellement. Voilà. Donc, il y a aussi tous ceux à qui on ne fait pas passer les examens, donc à qui on va pas pouvoir poser le diagnostic. Et ça, là-dessus, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'on dit que le chiffre tous les experts s'accordent à dire qu'on est dans une sous-évaluation du chiffre, évidemment. Mais c'est une maltraitance qui se passe toujours à huis clos, donc dans l'intimité d'une maison, avec uniquement un adulte et un bébé. Donc, pas de témoins autres, et avec un tout petit. Donc, les victimes, elles ont moins de 1 an, dans 2 tiers des cas, moins de 6 mois. Pas de témoins, les aveux qui sont rares. Et donc, du coup, ce bébé, évidemment, il ne peut pas se défendre et surtout, il ne peut pas dénoncer. Donc, ça serait à l'auteur de pouvoir dire ce qu'il a fait, sauf que les aveux sont extrêmement rares. On obtient des aveux uniquement dans le cadre des procédures quand on met les auteurs face aux faits et qui sont comme acculés, qui peuvent plus faire autrement, et encore, ça reste très rare. On a très peu d'aveux et les gens s'enferment dans une forme de déni ou de honte, ou je ne sais pas très bien ce qui se passe dans leur cerveau, mais c'est... Et ce sont les médecins qui vous ont amené à la conclusion que Timothée avait été maltraité ? Oui, immédiatement. Enfin, le diagnostic était très clair, il n'y avait aucun doute. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume. Bon appétit. Non, voilà, même si je suis un petit peu écœurée. Mais bon, merci pour votre talent, toujours de dénicher des trucs assez étonnants. Un grand merci, bien sûr, à toute la rédaction, et en particulier à Angèle Jean-Girard à la réalisation, au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, c'est Emma Razafine-Ralambeau, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.